Signe, tout simplement, a exigé ma femme, sous le regard de son avocat. J'ai signé de mon nom et je suis sorti. Le lendemain matin, son avocat a appelé, la voix réduite à un murmure. J'ai fait une vérification de ses antécédents. Judith, qui as-tu épousé? Elle pensait avoir épousé un simple entrepreneur. Elle n'avait aucune idée de ce que je faisais réellement dans la vie. Mon nom est Elliot Garrison. J'ai 59 ans et, depuis 32 ans, je gagne ma vie en aidant des entreprises moribondes à déterminer comment distribuer leurs actifs sans se vider de leur sang au tribunal. On appelle ça la restructuration de faillite. Je préfère y voir la construction de canaux de sauvetage alors que le navire est déjà en train de couler. C'est un travail méthodique. Un travail silencieux. Le genre de travail qui vous apprend à lire les petits caractères et à avoir toujours une stratégie de sortie. Je n'aurais juste jamais pensé en avoir besoin pour mon propre mariage. Le jour où tout a commencé à s'effilocher était un mardi, le 15 octobre. Judith organisait la fête de son 47e anniversaire à la maison. Notre maison. Bien que j'ai vite appris que « notre » était un mot aux définitions plutôt flexibles. Elle avait invité 30 personnes, la plupart issues de son cercle de design d'intérieur. Des flûtes de champagne, ces petits canapés que personne ne mange vraiment, un trio de jazz qu'elle avait engagé pour l'ambiance. Je lui avais acheté un collier, or blanc et saphir, qui m'avait coûté $4000, ce qu'elle aurait su si elle avait jamais pris la peine de regarder ses relevés de compte. Je l'avais fait emballer dans du papier crème avec un ruban de soie. Quand je le lui ai tendu, elle y a à peine jeté un œil, l'a simplement posé sur la table d'appoint à côté du verre de vin vide de quelqu'un, et s'est tournée vers l'homme qui se tenait à ses côtés. « Je veux juste remercier Troy », annonça Judith assez fort pour que toute la pièce l'entende. Sa voix avait cette inflexion de voix théâtrale qu'elle utilisait quand elle voulait des applaudissements. Pour tout ce qu'il a fait pour m'aider à enfin prendre le contrôle de mon propre avenir. Troy Mitchell, 31 ans, diplômé de Harvard Law, cravate en soie, et un sourire digne d'un présentateur de jeux télévisés. Il a levé son verre comme s'il venait de gagner quelque chose. Je suis resté là, tenant ma propre coupe de champagne, intacte, et j'ai senti quelque chose basculer. Pas de la colère, pas encore, juste une prise de conscience froide et clarifiante que j'étais en train d'assister à une scène dont on ne m'avait pas donné le scénario. 3 jours plus tard, elle est entrée dans mon bureau avec Troy à ses côtés. Sans frapper, sans préambule. « Nous avons besoin que tu signes quelque chose », a dit Judith, laissant tomber un dossier sur mon bureau comme si elle me signifiait des papiers de divorce, bien que techniquement ce n'en fusse pas. Pas encore. Je l'ai ouvert. Procuration, contrôle financier total, clause rétroactive, jargon juridique habillé pour ressembler à une formalité. C'est juste pour simplifier les choses, a-t-elle poursuivi, les bras croisés. Tu auras toujours accès. Tu n'auras juste plus le contrôle. Troy se tenait là, silencieux, me regardant avec la concentration d'un faucon évaluant une souris des champs. J'ai lu la première page, puis la seconde. Je n'ai pas pressé le pas. Le talon de Judith tapait contre le parquet. Signe, tout simplement, a-t-elle lancé sèchement, sa patience s'évaporant. Troy est là comme témoin. C'est simple, Elliot. Ne complique pas les choses. J'ai levé les yeux vers elle, puis vers lui, puis de nouveau vers le document, et j'ai signé. Sans dispute, sans résistance, juste mon nom, net et délibéré au bas de la page. Judith a expiré comme si elle avait retenu son souffle. Troy a eu un petit sourire suffisant. Je me suis levé, j'ai repoussé le dossier vers eux et je suis sorti de la pièce. Derrière moi, j'ai entendu Troy ricaner. Eh bien, ça s'est passé plus facilement que prévu. Le rire de Judith a suivi, léger, dédaigneux, victorieux. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que le document que je venais de signer n'était pas le leur. C'était le mien. Le téléphone de Judith a commencé à vibrer à 6h43 du matin. Je le sais parce que j'étais déjà réveillé, assis dans la cuisine avec un café noir et le Wall Street Journal de la veille, faisant semblant de lire des articles sur les projections de taux d'intérêt tout en écoutant attentivement. Elle a répondu à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil et d'irritation. 3, il n'est même pas 7 heures. J'espère que c'est important. Je n'ai pas entendu sa réponse, mais je n'en avais pas besoin. La façon dont sa colonne vertébrale s'est raidie m'a tout dit. Elle s'est assise dans le lit. Je pouvais entendre le bruissement des draps à travers la porte ouverte de la chambre, au bout du couloir.
Qu'est-ce que tu veux dire par tu as fait une vérification de ses antécédents? Sa voix a grimpé d'une demi-octave. Nous sommes mariés depuis 14 ans. Je sais qui il est. Un silence assez long pour que je prenne une autre gorgée de café. C'est impossible, a-t-elle dit. Plus bas maintenant. Confuse. Elliot répare des entreprises en difficulté. C'est un consultant en restructuration. Troy l'a interrompu. Je l'imaginais faisant les 100 pas dans son bureau impeccable du centre-ville, la cravate déjà desserrée, réalisant qu'il était tombé dans un piège auquel il n'était pas préparé. Judith, elle a murmuré son nom comme si elle essayait de s'ancrer. Qui ai-je épousé? J'ai posé ma tasse doucement. Sans faire de bruit. Elle est apparue dans l'embrasure de la cuisine 3 minutes plus tard, pieds nus, son peignoir de soie ouvert sur son pyjama, le téléphone serré dans sa main comme une bouée de sauvetage. Son visage était pâle, les yeux cerclés de rouge. Pas de larmes, de panique. Il faut qu'on parle, a dit Judith. J'ai plié le journal lentement, délibérément. À propos de quoi? Troy dit que tu n'es pas juste un consultant. Je ne le suis pas, ai-je répondu calmement. Je suis un spécialiste de la restructuration de faillite. Je pensais que tu le savais. Elle a secoué la tête, la frustration montant. Il a dit que tu avais travaillé avec le ministère de la Justice, que tu avais témoigné dans des affaires fédérales, que tu, elle s'est arrêtée, cherchant ces mots, que tu as démantelé des sociétés valant des milliards de dollars quand elles le méritaient. Oui. Sa main tremblait légèrement. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? J'ai croisé son regard. Tu n'as jamais demandé, Judith. En 14 ans, tu n'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais vraiment. Tu te souciais juste que les chèques soient encaissés. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Troy a aussi dit, elle a hésité, la voix baissant, il a dit que le document que tu m'as fait signer il y a une clause, quelque chose sur l'influence juridique de tiers. C'est exact, ai-je confirmé. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse de café dans l'évier et je me suis tourné pour lui faire face. Ça veut dire qu'au moment où tu as fait entrer un avocat dans notre maison pour me forcer à signer et à renoncer à mes droits financiers, tu as activé une clause de sauvegarde que j'ai intégrée à ce document il y a 7 ans. La procuration que tu penses avoir. Elle s'est annulée à la seconde où Troy a franchi cette porte. La bouche de Judith s'est ouverte. Puis refermée. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait possible. J'ai conçu cette clause spécifiquement pour ce scénario. Tu veux le contrôle, Judith. Je t'ai donné un stylo et du papier. Ce que tu n'as pas réalisé, c'est que j'avais déjà délimité les frontières du champ de bataille. Elle a reculé, se stabilisant contre le cadre de la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant? J'ai pris mes clés de voiture sur le comptoir. Maintenant, tu rappelles Troy et tu lui demandes de t'expliquer le reste de ce qu'il a trouvé. Parce que s'il a bien fait son travail. Il a aussi découvert que nos comptes joints ont été restructurés il y a 32 jours. Que le titre de propriété de la maison est détenu dans une fiducie fermée depuis 2018 et que ton accès à tout ce qui porte mon nom a expiré au moment où tu as décidé que j'étais un obstacle au lieu d'un partenaire. Son visage a perdu toute couleur. Tu mens. Je n'ai pas besoin de mentir, Judith. J'avais juste besoin que tu me sous-estimes. Je suis passé devant elle en direction du garage. Oh, et encore une chose. Ce collier que je t'ai donné à ta fête, celui que tu n'as pas pris la peine d'ouvrir, il vaut 4200 $. Tu ferais bien de le vendre. Tu vas avoir besoin d'argent. Je l'ai laissé là, planté, le téléphone vibrant dans sa main. Troy rappelait probablement avec d'autres mauvaises nouvelles. La porte du garage s'est refermée derrière moi avec un doux déclic final. Le bureau du greffier du comté sentait le vieux papier et le café brûlé. J'y étais allé 2 fois auparavant. Une fois pour déposer les documents originaux de la fiducie. Une autre pour les mettre à jour quand Judith a commencé à s'intéresser de trop près à notre avenir financier. Les 2 fois, j'en étais sorti avec exactement ce dont j'avais besoin. Une protection juridique enveloppée dans l'anonymat bureaucratique. Judith s'est présentée 3 jours après notre confrontation dans la cuisine. Je le sais parce que Margaret m'a appelé de son bureau dans le Nord. Votre femme vient d'essayer de retirer l'acte de propriété, a dit Margaret, sa voix calme et professionnelle comme toujours. Le greffier lui a dit qu'il n'y a aucune trace de son nom sur le titre.
J'étais sur le parking d'une quincaillerie à Burlington, à 80 km de la maison, en train de prendre du matériel pour un projet qui n'existait pas. Juste pour m'occuper, rester visible, la laisser se débattre. Comment l'a-t-elle pris, ai-je demandé. À peu près comme on pouvait s'y attendre. Elle a jeté son téléphone contre le mur. Apparemment, il n'a pas cassé, mais le greffier a dit qu'on l'entendait depuis la pièce voisine. Je me suis permis un petit sourire. A-t-elle posé des questions sur la fiducie? Elle a essayé. Ils lui ont dit que c'est une fiducie fermée, active depuis 2016. Elle a exigé de voir les documents. Ils lui ont expliqué que les fiducies fermées ne sont pas des registres publics et qu'elle aurait besoin d'une ordonnance du tribunal. 2016. 2 ans avant même qu'on parle d'acheter la maison sur Lexington Ridge. La maison que Judith avait personnellement redécorée de fond en comble, dépensant 60 000 $ en carrelage importé et en armoire sur mesure. La maison dont elle disait à tout son club de lecture qu'elle était, enfin exactement ce dont j'ai toujours rêvé. La maison qui ne lui avait jamais, pas un seul jour, appartenu. Elle est encore là, ai-je demandé à Margaret. Elle est partie il y a environ 10 minutes. On aurait dit qu'elle se dirigeait vers un cabinet d'avocats. Laisse-moi deviner. Celui de Troy. Margaret a eu un petit rire. Probablement. Tu veux que je fasse quelque chose? Non. Garde juste les dossiers sous clé. Elle essaiera à nouveau. Elles le font toujours. J'ai raccroché et je suis resté là un moment, les clés à la main, à regarder un jeune couple charger des pots de peinture dans leur coffre. Ils riaient de quelque chose. Se disputaient probablement à propos des couleurs. Pensant probablement qu'ils construisaient une vie ensemble. Je pensais ça aussi, avant. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Papa, il faut qu'on parle. Appelle-moi. Lorraine. J'ai fixé le message. Lorraine, ma fille de mon premier mariage. 34 ans. Avocate du corps des marines devenue avocate de la défense dans le civil. Nous étions en froid depuis que Judith était entrée dans ma vie. Non pas parce que Lorraine la détestait, mais parce que Judith avait clairement fait savoir qu'il n'y avait pas de place pour elles deux. J'ai appelé. Elle a décroché à la première sonnerie. Il était temps. Je suis sur un parking à Burlington, ai-je dit. Qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu un coup de fil très intéressant ce matin, a répondu Lorraine. Sa voix avait ce ton tranchant et contrôlé qu'elle utilisait au tribunal. D'un homme nommé Troy Mitchell. Il voulait savoir si j'avais des informations sur les structures de fiducie que tu aurais pu établir avant ton mariage actuel. Ma mâchoire s'est crispée. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit d'aller au diable et j'ai raccroché. Une pause. Puis j'ai appelé Margaret. Elle m'a mise au courant. Elle n'aurait pas dû. Papa, arrête. La voix de Lorraine s'est adoucie, juste un peu. Je n'appelle pas pour te juger. J'appelle parce que je veux en être. Je me suis appuyé contre mon camion. En être de quoi? De tout ce que tu fais pour te protéger de cette femme. J'attends cet appel depuis 8 ans. Elle a essayé de m'effacer de ta vie. Maintenant, c'est mon tour. Quelque chose dans ma poitrine s'est desserré. Pas du soulagement, pas tout à fait, mais presque. Tu es sûr, ai-je demandé. Je suis avocate, papa. J'ai passé 4 ans dans le corps des marines à poursuivre des affaires de fraude. Tu crois que je vais laisser une décoratrice d'intérieur et son avocat jouer dépecer mon père? J'ai souri. Un vrai sourire, cette fois. Quand peux-tu être là? Je suis déjà en route. Je serai là ce soir. Le bureau de Troy Mitchell se trouvait dans une tour de verre du centre-ville. Le genre de bâtiment qui criait l'ambition mais murmurait l'insécurité. Je n'y étais jamais entré, mais j'avais fait mes recherches. Diplômé de Harvard Law il y a 6 ans, il avait réussi le barreau à sa 2e tentative et passé la majeure partie de sa carrière à courir après des affaires de dommages corporels et des litiges successoraux. Il était doué pour paraître compétent. Il n'était tout simplement pas compétent. Judith avait programmé une réunion d'urgence avec lui le lendemain de l'incident au bureau du greffier. Je le sais parce que Troy a fait l'erreur de lui envoyer une invitation de calendrier via leur compte Google partagé, auquel j'avais toujours accès. Vieille habitude. Ne jamais supposer que quelqu'un vous a déconnecté. Je n'ai pas assisté à la réunion.
Je n'en avais pas besoin. Mais Lorraine, si. Elle est entrée dans le bureau de 3 à 14h15, 20 minutes après l'arrivée de Judith, vêtue d'un tailleur anthracite et portant une mallette en cuir qui avait vu plus de salles d'audience que 3 n'en verraient jamais. Selon le récit de Lorraine plus tard dans la soirée, le visage de Judith est devenu blanc dès qu'elle est entrée. « Qu'est-ce que tu fais ici » a exigé Judith. Lorraine ne s'est pas assise. Elle s'est tenue au bout de la table, a ouvert sa mallette et en a sorti un dossier. « Je suis ici pour représenter Elliot Garrison dans les affaires relatives à la protection des actifs et à l'administration de la fiducie », a dit Lorraine. « Je crois comprendre que vous avez tenté d'accéder à des registres de propriété qui ne vous appartiennent pas. » 3 s'est éclairci la gorge. Mademoiselle Garrison, ceci est une consultation privée. Elle a cessé d'être privée au moment où vous m'avez appelé ce matin pour me poser des questions sur les structures financières de mon père, l'a interrompu Lorraine. C'était une erreur, monsieur Mitchell. Une grosse erreur. Elle a fait glisser un document sur la table. 3 l'a ramassé. Son visage est devenu pâle. Qu'est-ce que c'est, a murmuré Judith. C'est une mise en demeure, a expliqué Lorraine. Il vous est par la présente notifié de cesser toute tentative d'accès, de modification ou de revendication de propriété de tout actif détenu par la fiducie familiale Garrison établie en 2016. Toute action ultérieure sera considérée comme du harcèlement et entraînera des conséquences juridiques. La main de Judith tremblait. C'est ma maison. Non, a dit simplement Lorraine. Ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. Vous avez vécu dans une propriété appartenant à une fiducie fermée dont vous n'êtes pas bénéficiaire. Vous n'avez aucun droit légal dessus, aucune participation, et depuis 72 heures, aucun droit de résidence. Vous ne pouvez pas me mettre à la porte de ma propre maison. Encore une fois, a dit Lorraine, sa voix plus froide maintenant, ce n'est pas votre maison. Et si? Nous le pouvons. Les documents de la fiducie incluent une clause autorisant la révocation immédiate de la résidence en cas de malversation financière ou de tentative de vol. Faire venir un avocat à la maison pour contraindre mon père à céder ses actifs en est une. 3 a finalement retrouvé sa voix. C'est absurde. Nous contesterons cela au tribunal. Lorraine s'est tournée vers lui et j'imagine que le regard qu'elle lui a lancé était le même que celui qu'elle réservait aux témoins hostiles. Vous êtes libre d'essayer, monsieur Mitchell. Mais laissez-moi vous faire gagner du temps. J'ai poursuivi des affaires de fraude pour le corps des marines. J'ai démantelé des sociétés écrans devant un tribunal fédéral. Et j'ai passé les 6 dernières heures à examiner chaque document que vous avez déposé au nom de Madame Garrison. Elle a tapoté le dossier. Vous avez manqué la clause de résidence. Vous avez manqué l'activation pour coercition, et vous avez manqué le fait que la procuration dont vous avez été témoin a été annulée à la seconde où vous êtes entré dans cette pièce. La bouche de 3 s'est ouverte. Puis refermée. Alors, voici ce qui va se passer, a poursuivi Lorraine. Madame Garrison va quitter la propriété dans les 30 jours. Elle ne tentera d'accéder à aucun compte financier, propriété ou actif détenu au nom de mon père. Et vous, monsieur Mitchell, allez lui conseiller de se conformer, car si vous ne le faites pas, je déposerai personnellement une plainte au barreau pour faute professionnelle et conflit d'intérêts. Judith s'est levée brusquement, sa chaise raclant le sol. Ce n'est pas fini. Lorraine a souri, sans chaleur. Si, ça l'est. Vous ne le savez juste pas encore. Judith a débarqué à la banque à 9h30 un jeudi matin. Habillée comme si elle partait en guerre. Blazer ajusté, des talons qui claquaient sur le sol en marbre comme des coups de feu, des lunettes de soleil surdimensionnées qu'elle n'a pas pris la peine d'enlever à l'intérieur. Je n'étais pas là pour le voir, mais le directeur de la banque, Neil Kowalski, un type que je connaissais depuis 12 ans, m'a appelé 20 minutes après son départ. Votre femme vient d'essayer de faire un retrait sur le compte d'épargne joint, a dit Neil, sa voix soigneusement neutre, de cette manière que les employés de banque perfectionnent lorsqu'ils annoncent de mauvaises nouvelles. J'étais assis dans la voiture de location de Lorraine devant un café à Montpellier, en train de trier des papiers. Lorraine était à l'intérieur, nous prenant à tous les deux quelque chose de caféiné et de trop cher. A-t-elle essayé, ai-je demandé. Accès refusé. Elle est répertoriée comme titulaire secondaire du compte avec des droits de signature révoqués. C'est le cas depuis environ 5 semaines. 5 semaines. À peu près au moment où Judith a commencé ses appels nocturnes avec 3.
À peu près au moment où elle a cessé de me demander comment s'était passée ma journée et a commencé à demander où se trouvaient certains documents. Comment l'a-t-elle pris, ai-je demandé. Neil a hésité. Elle a jeté son sac à main sur le comptoir. Rien n'a été cassé, mais ça a fait toute une scène. Puis elle a exigé de parler au président de l'agence. Et je suis le président de l'agence. Je lui ai expliqué que les modifications de compte nécessitent une double autorisation et que vous aviez déposé les changements par l'intermédiaire de notre division de planification successorale. Elle a dit que c'était illégal. Je lui ai dit que c'était le contraire. Je pouvais imaginer le visage de Judith, cette nuance particulière de rouge qu'elle prenait quand les choses n'allaient pas dans son sens. Elle a menacé de poursuivre en justice. Elle a menacé de beaucoup de choses. Aucune d'entre elles n'était particulièrement cohérente. Neil a fait une pause. Elliot, elle a aussi essayé d'accéder au compte du Delaware. Cela a attiré mon attention. Le compte du Delaware n'était pas seulement de l'épargne. C'était le fonds opérationnel que j'avais constitué sur 15 ans. Réserve d'urgence, actif liquide, le genre d'argent qu'on ne touche pas à moins de restructurer toute sa vie. Comment diable savait-elle pour le Delaware, ai-je demandé. Elle avait des numéros de compte, partiels, comme si elle avait fouillé dans de vieilles déclarations de revenus ou quelque chose du genre. J'ai jeté un coup d'œil à la vitrine du café. Lorraine était toujours dans la file, faisant défiler son téléphone. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que le compte existe, mais qu'il est sous une autre juridiction. Elle devrait passer par leur service juridique, fournir des documents, prouver sa participation. Elle a demandé combien de temps cela prendrait. J'ai dit 6 à 8 mois si elle a de la chance. Elle ne tiendra pas aussi longtemps, ai-je dit. Non, a convenu Neil. Elle ne tiendra pas. Oh, et Elliot. Elle a aussi posé des questions sur tes versements de pension. Ma mâchoire s'est contractée. La pension provenait de mes années de travail en sous-traitance pour le gouvernement, à restructurer des actifs pour des agences qui préfèrent ne pas apparaître dans les livres. Ce n'était pas énorme, mais c'était stable, fiable et entièrement protégé par la loi fédérale. Qu'est-ce qu'elle voulait à leur sujet? Elle voulait savoir si elle pouvait en réclamer une partie en tant qu'épouse. Je lui ai dit que les pensions fédérales ont des règles très spécifiques concernant les droits des conjoints et qu'elle aurait besoin d'un jugement de divorce et d'une ordonnance du tribunal. Elle n'a pas aimé cette réponse. Lorraine est sortie du café avec 2 tasses et un sac de viennoiserie. Elle s'est glissée dans le siège du conducteur et m'a tendu un café noir. À la banque, a-t-elle demandé doucement. J'ai hoché la tête. Judith a essayé de vider les comptes. Lorraine a souri, un sourire acéré et satisfait. Bien. Laissons-la essayer. Plus elle insiste, plus nous aurons de preuves documentées de son abus financier. Neil était toujours en ligne. Il y a encore une chose. Elle a posé des questions sur un compte médical. Elle a dit qu'il y avait une sorte de compte pour des frais chirurgicaux auxquels elle avait besoin d'accéder. Je me suis figé. Quel compte chirurgical? Elle a mentionné une clinique. Quelque chose à propos de soldes impayés. Elle semblait assez désespérée à ce sujet. Après avoir raccroché, Lorraine me regardait avec cette expression calculatrice qu'elle avait héritée de sa mère. Quel compte chirurgical, a-t-elle demandé. Je n'en ai aucune idée, ai-je dit, honnêtement. Je n'ai aucun compte médical ouvert pour elle. Lorraine a sorti son ordinateur portable, ses doigts volant déjà sur le clavier. Donne-moi 5 minutes. 4 minutes plus tard, elle a tourné l'écran vers moi. C'était un relevé de facturation d'une clinique de chirurgie esthétique à White Plain. Le nom du patient, Judith Garrison. Les interventions, rhinoplastie, augmentation du menton, lifting des paupières. Le total, 127 000 $. J'ai fixé le chiffre. Elle n'a jamais mentionné tout ça. Parce qu'elle a payé avec une carte de crédit liée à tes comptes professionnels, a dit Lorraine en faisant défiler l'écran. Regarde l'historique des paiements. Elle fait des paiements minimum depuis 18 mois. Le solde gonfle à cause des intérêts. Comment est-ce possible? Tu lui as donné une carte supplémentaire pour les dépenses professionnelles. Tu te souviens? Dîner avec des clients, consultation de design, ce genre de choses. Elle l'a utilisé pour des interventions personnelles et a caché les relevés. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Pas de la colère, pas de la trahison,
juste une compréhension plus profonde de la durée de cette mascarade. Peuvent-ils me poursuivre pour ça, ai-je demandé. Lorraine a secoué la tête. Pas si on joue bien nos cartes. La carte est à son nom, les comptes sont signalés comme supplémentaires, pas joints. On peut plaider qu'elle a commis une fraude en utilisant le crédit de l'entreprise à des fins personnelles. La clinique ne sera peut-être pas contente. Mais ils la poursuivront elle, pas toi. Elle a fermé l'ordinateur portable. Papa, combien d'autres choses ignores-tu? J'ai regardé par la fenêtre la rue calme, les feuilles d'automne qui tombaient, les gens ordinaires menant des vies ordinaires. Je commence à penser que j'ignore tout, ai-je dit. L'enveloppe est arrivée chez la sœur de Judith un lundi après-midi. Je le sais parce que Caroline, la sœur cadette de Judith, celle qui avait toujours été sceptique à mon égard, a appelé Judith en panique. Et Judith, à son tour, a appelé Troy. Et Troy, parce qu'il était négligent et trop confiant, a mis Judith en copie d'un email à son assistante juridique qui a accidentellement été envoyé à une ancienne liste de diffusion. J'y étais toujours abonné. La technologie, elle trahit les imprudents. L'enveloppe contenait des photographies. Pas explicites, pas illégales, juste profondément gênantes sur le plan politique. Judith et le membre du Congrès Peter Aldrich, dans un restaurant à Hartford, à une collecte de fonds à Greenwich, montant dans sa voiture devant un hôtel à Stanford. Les photos étaient datées, horodatées et d'une résolution remarquablement élevée. Du travail de professionnel, le genre qu'on engage quand on veut des documents, pas seulement des ragots. Peter Aldrich avait 52 ans, était marié, père de 3 enfants, et se présentait pour son 4e mandat dans le 2e district du Connecticut. Il était aussi le bénéficiaire de $48 000 de contributions de campagne au cours des 2 dernières années. Des contributions qui provenaient de sociétés écrans que j'ai retracées jusqu'à des comptes auxquels Judith avait accès. Mes comptes. Lorraine a étalé les photos sur la table de sa chambre d'hôtel comme des preuves dans un procès, ce qu'elles étaient en un sens. Quand as-tu pris ça, ai-je demandé. Je ne les ai pas prises, a-t-elle répondu. J'ai engagé quelqu'un, un enquêteur à la retraite avec qui j'ai travaillé dans le corps. Il la suit depuis 3 semaines. J'ai pris une des photos. Judith et Aldrich assis près l'un de l'autre, sa main sur son bras. L'horodatage indiquait le 23 septembre. 3 semaines avant sa fête d'anniversaire, 3 semaines avant qu'elle n'exige que je lui cède le contrôle. Tu penses qu'ils planifiaient ça ensemble, ai-je demandé. Lorraine a haussé les épaules. Peut-être. Ou peut-être qu'elle avait juste besoin de quelqu'un d'influent. Aldrich a des relations juridiques, des relations financières. Si elle voulait déplacer de l'argent discrètement, il serait un allié utile. Et les contributions de campagne? Illégal, a dit Lorraine sans embâche. On ne peut pas injecter de l'argent personnel dans des campagnes politiques par le biais de sociétés écrans. C'est une infraction financière d'école. Si cela parvient à la FEC, Aldrich est fini. Et Judith tombe avec lui. J'ai posé la photo. Tu prévois d'envoyer ça à quelqu'un? Pas encore. Mais j'ai fait des copies, beaucoup de copies. Et j'ai déjà envoyé un jeu à une journaliste de confiance. Elle attend pour l'instant. Mais si Judith porte ce combat devant les tribunaux, si elle essaie de prétendre que tu caches des actifs ou que tu agis de mauvaise foi, ces photos deviennent publiques. J'ai regardé ma fille, 34 ans, tranchante comme une lame, loyale d'une manière que je ne méritais pas. Quand es-tu devenue si impitoyable, ai-je demandé doucement. Elle a croisé mon regard. J'ai appris de toi, papa. Tu m'as appris que la préparation, ce n'est pas de la paranoïa. C'est de la survie. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Nous devons parler. C'est Peter Aldrich. J'ai montré le message à Lorraine. Elle a souri. Ça a été rapide, a-t-elle dit. J'ai appelé le numéro. Aldrich a décroché à la 2e sonnerie. Monsieur Garrison, a-t-il dit, la voix tendue. Professionnel. Effrayé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Ah oui? J'ai reçu des photographies aujourd'hui. Des photographies très préoccupantes. Je veux que vous sachiez que ma relation avec votre femme a été entièrement professionnelle. C'est comme ça que vous appelez $48 000 de contribution de campagne illégale, ai-je demandé. Professionnel? Silence. Monsieur Garrison, je ne sais pas ce que vous croyez savoir,
je sais assez pour mettre fin à votre carrière. Monsieur le député. Je sais que vous avez accepté de l'argent blanchi par des sociétés écrans liées à des comptes que je contrôle. Je sais que vous rencontrez ma femme en privé depuis des mois. Et je sais que si quoi que ce soit de tout cela parvient à la Commission électorale fédérale, vous ne perdrez pas seulement votre siège. Vous ferez face à des accusations criminelles. Sa respiration était audible maintenant, courte, paniquée. Que voulez-vous, a-t-il finalement demandé. Je veux que vous preniez vos distances avec Judith, publiquement, complètement. Plus de réunions, plus d'appels. Plus de faveurs. Et je veux une déclaration sous serment affirmant que toutes les contributions financières que vous avez reçues d'elle ont été faites sans que vous ne connaissiez leur origine. C'est non négociable, ai-je terminé. Vous avez 48 heures. Après ça, les photos vont au Hartford Courant, à la FEC, et à tous les blogueurs politiques du Connecticut. J'ai raccroché. Lorraine me regardait avec quelque chose qui ressemblait à de la fierté. Ça fait du bien, a-t-elle demandé. Non, ai-je dit honnêtement. Mais c'est nécessaire. Elle a hoché la tête. Bienvenue à la guerre, papa. La première chose que Judith a perdue fut l'accès à notre logiciel fiscal. Elle l'a découvert un mardi après-midi en essayant de se connecter pour consulter les déclarations de l'année précédente. Probablement à la recherche de munitions à utiliser contre moi au tribunal. L'écran a clignoté avec un message que j'avais programmé des semaines auparavant, identifiant utilisateur non valide. Contactez l'administrateur du système. J'étais l'administrateur du système. Lorraine était avec moi quand Judith a appelé. Sa voix montant dans ce registre qu'elle réservait à la panique totale. Elliot, je n'arrive pas à accéder aux fichiers fiscaux, a-t-elle dit sans préambule. Le système dit que mon identifiant ne fonctionne pas, c'est exact, ai-je répondu calmement. J'étais assis dans le bureau de Margaret, à 110 km au nord, regardant la pluie d'automne strier les fenêtres. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est exact? Ce sont nos impôts. J'ai besoin d'y accéder. Ce ne sont pas nos impôts, Judith. Ce sont mes impôts. Tu étais répertoriée comme conjointe sur les déclarations communes, mais les comptes réels, le logiciel, les dossiers, tout ça a toujours été sous mon contrôle administratif. Quand tu as tenté de prendre le contrôle financier, tu as déclenché un protocole de sécurité que j'avais intégré au système. Silence, puis, tu as planifié ça. Je m'y suis préparé, ai-je corrigé. Il y a une différence. Elle a raccroché. 3 heures plus tard, elle a essayé d'accéder à notre stockage cloud partagé. Disparu. Le dossier intitulé « Dossier financier Garrison », qui existait depuis 8 ans n'était tout simplement plus là. Pas supprimé, déplacé. Transféré vers une archive cryptée pour laquelle il lui faudrait une ordonnance du tribunal et une équipe d'informatique légale pour y accéder. Chaque feuille de calcul partagée, chaque document numérisé, chaque reçu numérique et relevé bancaire s'était volatilisé. Lorraine m'a regardé effectuer les dernières étapes de la migration. Transférer les fichiers des disques partagés vers un serveur sécurisé hébergé dans le bureau de Margaret. Tout sauvegarder, tout documenter, tout verrouiller derrière des mots de passe que Judith ne devinerait jamais. Elle va devenir folle, a observé Lorraine. Elle l'est déjà, ai-je répondu, cliquant méthodiquement dans les dossiers. Maintenant, elle ne fait que s'en rendre compte. Mon téléphone a vibré. Un email de Judith, envoyé à moi et à 3. Objet, rétablissement immédiat de l'accès requis. Le message était composé de 3 paragraphes de menaces juridiques, d'exigences et de supplications de plus en plus désespérées pour que j'arrête ce jeu d'enfant. 3 l'avait clairement aidé à l'écrire. Le langage était trop formel, trop calculé, mais le désespoir transparaissait malgré tout. Je l'ai transféré à Lorraine sans répondre. Tu veux que je réponde, a-t-elle demandé. Non, laissons-la mariner avec ça. Ce soir-là, Judith a découvert le fichier audio. Je l'avais laissé dans sa boîte de réception, joint à un message sans objet, juste un seul MP3, horodaté et authentifié. C'était sa propre voix, enregistrée depuis le bureau il y a 3 semaines. Signe, tout simplement. 3 est là comme témoin. C'est simple, Elliot. Ne complique pas les choses. Puis le ricanement de 3. Eh bien, ça s'est passé plus facilement que prévu. Puis le rire de Judith. Je t'avais dit qu'il céderait.
J'avais enregistré toute l'interaction à l'aide d'un appareil à commande vocale que j'avais installé dans le bureau 6 mois plus tôt, caché à l'intérieur d'une enceinte de bibliothèque qu'elle n'avait jamais remise en question. L'audio était d'une clarté cristalline. Admissible au tribunal. Dévastateur. Lorraine l'a écouté une fois, son expression illisible. « Tu avais ça depuis le début » a-t-elle dit. « Depuis le jour où c'est arrivé. Et tu ne me l'as pas dit. » Je n'en avais pas besoin. Pas jusqu'à maintenant. J'ai fermé mon ordinateur portable. Elle voulait le contrôle. Je lui ai donné de la corde. Maintenant, elle comprend ce que ça fait de voir tout ce que tu croyais t'appartenir disparaître. Mon téléphone a sonné. Judith. J'ai laissé le message aller à la messagerie vocale. Elle a rappelé, encore et encore. À la 4e tentative, j'ai répondu. Qu'est-ce que tu veux? Sa voix était rauque, dépouillée de toute prétention. Je veux que tu comprennes quelque chose, ai-je dit doucement. Chaque document que tu cherches, chaque fichier dont tu penses avoir besoin, tout a disparu de ta portée. Pas détruit, juste déplacé, archivé, protégé. Tu as passé 14 ans à ne pas te soucier de comment les choses fonctionnaient, en supposant que je serais toujours là pour gérer. Maintenant. Tu apprends ce qui se passe quand la personne qui tient tout ensemble décide de lâcher prise. Tu ne peux pas faire ça. Je l'ai déjà fait. La question maintenant est de savoir ce que tu vas faire à ce sujet. J'ai raccroché. Lorraine m'a regardé avec un respect non dissimulé. Tu sais qu'elle va se battre avec tout ce qu'elle a, qu'elle le fasse, ai-je dit. Elle se bat contre des fantômes. Tout ce qu'elle pense pouvoir attraper est déjà parti. Le frère de Judith m'a appelé un samedi matin, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose avait changé. Daniel Foster, de 4 ans le cadet de Judith, chroniquement sous-employé, perpétuellement optimiste malgré les coups que la vie lui portait, ne m'avait jamais appelé directement en 8 ans que je le connaissais. Elliot, a-t-il dit, la voix tendue. On peut se voir? Juste toi et moi. Pas Judith. Nous nous sommes rencontrés dans un dîner près de l'Interstate 89, à mi-chemin entre le Bannon où il vivait et Burlington où je séjournais. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Plus de gris dans les cheveux. Des rides plus profondes autour des yeux. La vie en tant que frère cadet de Judith avait clairement laissé des traces. Il a commandé un café. N'y a pas touché. Je suis en train de perdre ma maison, a dit Daniel sans préambule. La banque va la saisir dans 30 jours. J'ai appelé Judith la semaine dernière, je lui ai demandé si elle pouvait m'aider. Elle m'a dit de te demander. Je me suis adossé dans la banquette. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Elle a dit que tu lui avais tout volé, qu'elle était fauchée, et que si je voulais de l'argent, je devais le demander à l'homme qui a détruit notre famille. Il a croisé mon regard. Est-ce que c'est vrai? En partie. Daniel a expiré lentement. J'ai besoin de 12 000 $. C'est tout. Assez pour rattraper mes paiements et garder un toit sur la tête de mes enfants. J'ai un travail qui commence le mois prochain. J'ai juste besoin de faire le pont. Je l'ai étudié. Pourquoi venir me voir plutôt que ta sœur? Parce que Judith ne m'a jamais aidé de sa vie, a-t-il dit sans détour. Elle a oublié mon 40e anniversaire. Elle n'est pas venue à la remise de diplôme de ma fille au lycée. Elle envoie une carte de Noël chaque année avec une signature générique et sans cadeau. Toi, par contre, tu m'as aidé à payer les factures médicales de mon fils il y a 3 ans quand il s'est cassé le bras. Tu n'en as même pas parlé à Judith. Je me suis souvenu. 4 000 $, virés directement à l'hôpital. Je l'avais classé comme dépense professionnelle et ne l'avais jamais mentionné. Que sais-tu de ce qui se passe entre Judith et moi, ai-je demandé. Daniel a haussé les épaules. Je sais qu'elle est en colère. Je sais qu'elle pense que tu as caché de l'argent. Et je sais que nos parents pensent que tu es le méchant parce que c'est ce qu'elle leur raconte. Il a fait une pause. Mais je connais aussi Judith. C'est ma sœur et je l'aime, mais elle a utilisé les gens toute sa vie. Je ne pensais juste pas qu'elle le ferait à son mari. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapoté quelques fois et je lui ai montré l'écran. Vérifie ton compte dans environ 10 minutes. Ses yeux se sont écarquillés. Tu me donnes juste l'argent. Je te le prête, sans intérêt. Rembourse-moi quand tu pourras. Ou pas.
Mais il y a une condition. Laquelle? Tu coupes tout contact avec Judith. Complètement. Pas d'appel, pas de réunion de famille, pas de messages intermédiaires. Elle va te demander de témoigner contre moi, de dire que j'ai été contrôlant ou manipulateur. J'ai besoin que tu refuses. La mâchoire de Daniel s'est contractée. Elle me l'a déjà demandé la semaine dernière, et je lui ai dit que j'y réfléchirais. Il a baissé les yeux vers son café. Mais la vérité, Elliot, c'est que tu as été plus une famille pour moi qu'elle ne l'a jamais été. Je ne vais pas mentir au tribunal juste parce que nous partageons le même ADN. Nous nous sommes serrés la main. Quand j'ai quitté le dîner, j'avais un ennemi de moins dans le camp de Judith. Cet après-midi-là, Lorraine m'a rejoint dans un garde-meuble à la périphérie de Montpellier. À l'intérieur se trouvaient 17 boîtes, chacune soigneusement étiquetée et inventoriée. Meubles anciens, services à thé en argent massif, peinture à l'huile, bijoux. Chaque pièce avait appartenu à ma mère. C'est ce que Judith a vendu, a demandé Lorraine, passant sa main sur un bureau en acajou. Sur 3 ans, ai-je confirmé. Elle prenait quelque chose de la maison, prétendait le donner ou le faire restaurer, puis le vendait par le biais de maisons de vente aux enchères. J'ai suivi chaque vente, racheté chaque pièce par des intermédiaires. Lorraine a ouvert une boîte en velours. À l'intérieur se trouvait la bague de fiançailles de ma mère. Une simple alliance en or avec un petit diamant. Ça a dû te coûter une fortune à récupérer. 47 000 $ au total, ai-je dit. Mais ce n'était pas une question d'argent. C'était pour m'assurer qu'elle ne pourrait pas effacer l'histoire de ma famille. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'ai pris une photo encadrée de ma mère, prise dans les années 1970. Elle était jeune, souriante, me tenant dans ses bras, bébé. Je te le donne, ai-je dit. Tout. Considérez-le comme ton héritage. Elle a essayé de le voler une fois. Je m'assure qu'elle ne pourra plus jamais y toucher. Les yeux de Lorraine ont brillé. Papa, ta grand-mère aurait voulu que tu l'aies. Pas Judith. Toi. Elle m'a serré dans ses bras alors. La première vraie étreinte que nous partagions depuis des années. Et pendant un instant, dans un garde-meuble entouré de souvenirs sauvés, j'ai eu l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. L'enveloppe est arrivée à l'appartement temporaire de Judith, un 2 pièces exigu qu'elle louait au mois à West Hartford, un lundi matin gris de fin novembre. Je connais l'heure exacte car le service de messagerie que j'avais engagé fournissait un suivi GPS et une confirmation de signature numérique. Elle a signé à 8h47. À 9h15, mon téléphone sonnait. J'étais assis dans le nouveau bureau de Lorraine à Burlington. Elle avait ouvert un cabinet privé 2 semaines plus tôt, spécialisé dans la protection des actifs et le droit de la famille. L'ironie ne nous avait pas échappé. Elliot, la voix de Judith était différente maintenant. Plus petite, les arêtes vives émoussées par 3 mois de défaite. J'ai reçu une lettre. Notre lettre, ai-je corrigé. Elle vient de la fiducie familiale Garrison. Lorraine en est désormais la fiduciaire. Silence. Puis, il est dit que j'ai 14 jours pour quitter la maison. C'est exact. La période de grâce a expiré. Vous vivez dans une propriété de la fiducie sans autorisation depuis 93 jours. L'avis d'expulsion légale n'est qu'une formalité. Je n'ai nulle part où aller. Tu as des options. Tu as toujours eu des options. Tu n'as juste jamais aimé celle qui n'impliquait pas de contrôler mes actifs. Son souffle s'est étranglé. Il y a autre chose ici. Un rapport ADN. Pourquoi m'enverrais-tu un rapport ADN? C'était la partie sur laquelle Lorraine avait insisté. La pièce finale. Celle qui donnait un sens à tout le reste. Parce que tu as tenté de contester l'autorité de Lorraine en tant que fiduciaire, ai-je dit calmement. Tu as déposé une motion affirmant qu'elle avait un conflit d'intérêts. Ton avocat a suggéré que Lorraine n'était peut-être pas vraiment ma fille, que la fiducie devrait peut-être être invalidée pour ces motifs. Je n'ai jamais dit ça. 3 l'a dit dans un document judiciaire, ce qui signifie que tu l'as autorisé. Je me suis penché en arrière dans ma chaise. Alors, nous avons fait le test. 99,97% de probabilité de paternité. Lorraine est ma fille, Judith. Elle l'a toujours été. Et maintenant, il y a la preuve scientifique que ta tentative de la discréditer était sans fondement. Ce n'est pas je ne voulais pas dire, il y a aussi un deuxième rapport ADN dans cette enveloppe, ai-je continué.
d'un enfant que tu n'as jamais rencontré. Un garçon nommé Cameron, 12 ans quand je l'ai rencontré pour la première fois par le biais du système de placement familial. 16 ans maintenant. Je suis son tuteur légal depuis 4 ans. L'adoption a été finalisée le mois dernier. La ligne est devenue complètement silencieuse. Tu as adopté un enfant, a finalement murmuré Judith. Pendant notre mariage? Je suis devenue famille d'accueil pendant notre mariage. L'adoption a eu lieu après que tu aies tenté de saisir mes actifs. Cameron avait besoin de stabilité. Je pouvais la lui fournir. Tu étais trop occupé à redécorer des maisons que tu ne possédais pas pour le remarquer. J'ai été le mentor d'un jeune du centre de jeunesse tous les jeudis pendant 3 ans. Tu ne me l'as jamais dit. Tu n'as jamais demandé ce que je faisais le jeudi. Tu as supposé que je travaillais tard. C'était le cas, mais pas au bureau. J'ai jeté un coup d'œil à Lorraine, qui me regardait avec une fierté tranquille. Cameron a 17 ans maintenant, une bourse complète au programme d'ingénierie de Cornell. Il veut concevoir des infrastructures pour les pays en développement. C'est le genre d'héritage que je construis, Judith, pas des maisons de plage et des meubles de créateurs. Des gens. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que tu vas voir la distribution de la fiducie quand cela ira au tribunal. Cameron est listé comme bénéficiaire. Lorraine aussi. Daniel aussi. En fait, le prêt hypothécaire de ton frère est remboursé depuis ce matin. Les factures médicales de ma première femme sont couvertes par un fonds que j'ai créé. Même tes parents ont une petite allocation, bien qu'ils ne le sachent pas encore. Et moi? Sa voix était à peine audible. Tu es répertorié comme ex-conjointe n'ayant droit à rien, parce que tu n'as rien apporté, rien construit, et tu as essayé de tout prendre. Je me suis levé, je me suis approché de la fenêtre donnant sur la rue Calme. La maison sera mise en vente la semaine prochaine. Les bénéfices iront à la fiducie. Tu as 14 jours pour retirer tes effets personnels. Après cela, tout ce qui restera deviendra propriété de la fiducie. C'est cruel. Non, ai-je dit doucement. Ce sont les conséquences. Tu as voulu jouer à des jeux avec un homme qui construit des canaux de sauvetage pour les navires qui coulent. Tu n'as juste pas réalisé que j'avais déjà construit le mien il y a des années. Et il n'y a jamais eu de place pour quelqu'un qui percerait des trous dans la coque. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Lorraine m'a regardé de l'autre côté du bureau. Comment te sens-tu? Fatigué, ai-je admis. Mais c'est fini. Le test ADN avec Cameron était une belle touche, a-t-elle dit. Lui montrer que tu avais bâti toute une famille dont elle ignorait l'existence. Ce n'était pas une touche. C'était la vérité. Elle a passé 14 ans dans ma maison et n'a jamais remarqué que j'élevais un fils. Où est-il maintenant? En visite universitaire au MIT. Il hésite entre là-bas et Cornell. J'ai souri légèrement. Un gamin intelligent. Il me rappelle toi à cet âge. L'expression de Lorraine s'est adoucie. Tu as bien fait, papa. Nous avons bien fait, ai-je corrigé. Tu es revenu quand j'avais besoin de toi. Ça compte plus que n'importe quel document de fiducie. 4 mois plus tard, je me tenais sur un balcon à Lagos, au Portugal, regardant les bateaux de pêche naviguer dans le port sous un ciel d'un bleu si vif qu'il semblait retouché sur Photoshop. L'appartement derrière moi était modeste. 2 chambres, murs blancs, sol en terre cuite. Rien à voir avec la maison vitrine que Judith avait conçue. Cet endroit semblait habité. Authentique. Lorraine m'avait aidé à le trouver. Cameron m'avait aidé à faire mes cartons. La maison de Lexington Ridge s'est vendue 840 000 $. Après les frais et les coûts de clôture, la fiducie a touché 792 000 $. La somme a été répartie selon le plan de distribution que j'avais écrit 5 ans auparavant. 40% pour Lorraine. 30% pour le fonds d'éducation de Cameron. 20% pour une fondation caritative soutenant les programmes de placement familial. 10% pour les membres de la famille proche qui l'avaient mérité. Judith a reçu une lettre de l'avocat de la fiducie l'informant que ses biens avaient été inventoriés, stockés et mis à disposition pour être récupérés. Elle ne les a jamais récupérés. Aux dernières nouvelles, ils ont été donnés à un refuge pour femmes à New Haven. 3 Mitchell a perdu sa licence d'avocat 6 semaines après la conclusion de notre affaire.
Le barreau du Connecticut a conclu qu'il avait commis une faute professionnelle en n'identifiant pas la clause de coercition, un conflit d'intérêts en entretenant une relation personnelle avec une cliente, et une subornation de témoins en contactant Lorraine sans autorisation appropriée. Il travaille maintenant comme assistant juridique, s'il a de la chance. Le député Aldrich a annoncé qu'il ne se représenterait pas. L'enquête de la FEC s'est discrètement terminée après qu'il a payé une amende substantielle et accepté un contrôle plus strict du financement de sa campagne. Le nom de Judith n'est apparu que dans une seule note de bas de page du rapport final. Elle a menacé de me poursuivre pour diffamation. Son nouvel avocat, Pat3, lui a conseillé que la vérité n'est pas de la diffamation. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Cameron. Accepté en ingénierie au MIT. Bourse complète. Merci pour tout, papa. Papa. Il avait commencé à m'appeler ainsi il y a 3 mois. Cela provoquait toujours une chaleur dans ma poitrine. Lorraine a appelé 1 heure plus tard. Tu as vu la nouvelle de Cameron, a-t-elle demandé. Oui. Et toi? Il m'a envoyé un message juste après toi. Il a dit que sa grande sœur agaçante voudrait savoir. Elle a ri. J'aime bien ce gamin. Il t'aime bien aussi. Il dit que tu es plus effrayante que son professeur de calcul. Bien. Il faut bien que quelqu'un lui garde les pieds sur terre. Une pause. Comment ça va au Portugal? Calme. Chaud? Personne ne me connaît ici. C'est parfait. Tu reviens pour la remise de diplôme de Cameron? Je ne manquerai ça pour rien au monde. Et après ça? J'ai regardé l'océan, l'horizon bleu infini. Je ne sais pas encore. Peut-être que je resterai ici. Peut-être que j'irai ailleurs. La fiducie est configurée pour se gérer toute seule. Tu es la fiduciaire. Cameron a sa voie toute tracée. Je suis juste libre. Tu l'as bien mérité, papa. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin, un cru local, rien d'extraordinaire, et je me suis assis sur le balcon alors que le soleil commençait à se coucher. Quelque part dans le Connecticut, Judith essayait probablement encore de comprendre comment elle avait tout perdu. Quelque part dans le Massachusetts, Cameron célébrait son avenir. Quelque part dans le Vermont, Lorraine bâtissait un cabinet d'avocats qui aiderait les gens à se protéger exactement de ce que Judith avait essayé de me faire. Et j'étais là, 60 ans, financièrement en sécurité, juridiquement intouchable, entouré de gens que j'avais choisis, pas seulement épousés. J'avais passé 32 ans à construire des canaux de sauvetage pour les désastres des autres. Il m'a fallu 14 ans de mariage pour réaliser que je devais en construire un pour moi-même. Le vin était bon, le coucher de soleil était encore meilleur, et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de pouvoir enfin respirer.